Le podcast continue sa croissance inexorablement. Voilà plusieurs années qu'on en parle, qu'à la fois le nombre d'auditeurs augmente, mais également que l'offre continue d'augmenter, de nouveaux formats naissent tous les jours, et donc pour ça, une question se pose. Une fois passé l'effet d'annonce, comment faire pour que vos podcasts de marque soient bien écoutés ? C'est la question qu'on va se poser aujourd'hui avec Germain Loyer. Germain, bonjour. Tu es Brand Partnership Director chez Bababam. Absolument. Et également avec Sébastien Morteau, tu es Content Strategist à l'agence. Oui, bonjour Thomas. On va réfléchir à comment faire pour que vos podcasts de marque soient bien écoutés. Pour ça, le point de départ, peut-être avant de rentrer dans le cœur de notre problématique, c'est de voir ensemble quelles a été les expériences de podcast que vous avez pu avoir ensemble, puisqu'on a déjà eu une part de collaboration sur différents cas. Est-ce qu'on revient rapidement là-dessus ? Ouais, donc on est venu au podcast, ça fait à peu près 3 ans qu'on travaille sur les problématiques de podcast, donc on est venu au podcast avec Bababam. Une première expérience ont été avec Bababam, qui est aujourd'hui un des studios de référence sur le marché, qui était déjà à l'époque, même si ça a beaucoup grandi. On a travaillé sur différents formats, des formats interview avec KPMG, format assez interview technique, avec des podcasts qui étaient sur leur site. On a travaillé sur des formats un peu plus intimistes avec Harmonie Mutuelle au moment de la crise sanitaire, avec des témoignages de dirigeants qui partageaient leur quotidien, leurs problèmes, leurs défis, sur un côté assez confession. Donc une autre façon de produire des podcasts et qui était intéressante, plus intimiste. Et puis récemment une dimension plus lifestyle sur du produit de grande conso, notamment donc c'était avec les cafés San Marco, avec des chroniques pour sublimer l'expérience de dégustation du café avec un barista, tout ça sur un format plutôt plus chronique. Donc on a touché un petit peu à différents secteurs et différents formats, et je pense qu'il nous en reste quelques-uns à explorer ensemble. Et effectivement, on travaille ensemble sur le conseil, la production, et avec San Marco sur la diffusion et la médiatisation des podcasts. Germain, est-ce que tu veux nous parler un petit peu davantage de Bababam ? Donc en effet, vous avez différentes expertises. Alors absolument, on a 2 grands métiers chez Bababam. Donc Bababam, c'est un studio français qui existe depuis 3 ans, qui a 2 grands métiers. Basiquement, un métier de producteur de podcasts, donc on produit pour nous et pour les autres. Et ce qui fait la différence par rapport à d'autres studios de production, c'est qu'on est aussi des diffuseurs. On est une plateforme de diffusion de podcasts qui nous permet de maîtriser, une fois qu'on a fait nos podcasts, de maîtriser la diffusion et d'aller le proposer aux audiences qu'on souhaite toucher, en fait, tout simplement. Bon, on va essayer d'aborder justement ces 2 grands métiers, puisque tous ces sujets vont nous intéresser. On va d'abord essayer de définir un peu mieux cette problématique. Voilà, c'est quoi un podcast de marque bien écouté ? C'est une bonne question. Un podcast de marque bien écouté, typiquement, c'est un podcast de marque qui va parler à sa cible au sens littéral du terme. Et après, quand on s'est dit ça, il faut qu'on définisse la cible. À qui s'adresse ce podcast-là ? Il y a des podcasts qui vont vouloir toucher beaucoup de gens. Et beaucoup de fois, il y a des podcasts qui vont être un peu plus des podcasts de niche, qui vont s'intéresser à des sujets qui vont pas concerner forcément tout le monde, tous les auditeurs. Donc c'est toujours hyper variable. Aujourd'hui, il faut savoir aussi que le podcast ça explose en termes d'auditeurs, en termes d'audience. C'est 1 Français sur 3 qui écoute un podcast natif tous les mois. Et c'est en constante augmentation, voire ça double tous les ans à peu de choses près. Donc oui, on a des benchmarks de savoir ce que c'est qu'un podcast qui est bien écouté. Maintenant, si on écoute ce podcast-là ou si on voit cette vidéo-là dans 1 an, effectivement, les référents ont fatalement un peu bougé. Aujourd'hui, on peut se dire qu'un podcast de marque, globalement, si on est sur du mass média, on va dire qu'on va plutôt aller chercher les 100 000 écoutes. Tout confondu sur la durée de vie du podcast, on se bat généralement sur 1 année quand c'est des podcasts qui sont très récurrents. Oui, on parle en cumulé. On parle en cumulé. C'est sur l'ensemble de la série de podcasts sur 1 année, on fait à peu près 100 000, c'est ça ? Absolument, okay. Ouais. Ça dépend du nombre de podcasts, ça dépend des moyens de médiatisation, ça dépend évidemment du sujet, de l'aura de la marque qui va parler aussi. Maintenant, on peut faire des podcasts qui fonctionnent très bien sur des sujets qui sont effectivement moins concernants ou qui vont concerner de plus petites franges de la population. Et à ce moment-là, on se dit que
il faudrait que ça passe les 15 000, 20 000 écoutes, globalement. Ça nous donne en effet un cadre, mais tu l'as dit, qui évolue tellement vite parce que forcément, aussi, la base d'auditeurs est en train d'évoluer énormément, et puis tout dépend de la marque. Si on parle moins du nombre de vues, mais de la durée, c'est l'une des forces du podcast. On peut espérer avoir l'attention de nos auditeurs bien plus longtemps que sur d'autres formats. Qu'est-ce qu'on peut espérer? C'est quoi un petit peu la norme aujourd'hui? C'est un vrai sujet. C'est peut-être le format qui sort de la guerre de l'attention qu'on a sur des copies télé 20 secondes, qu'on a sur des scrolls sur les réseaux sociaux, où on va avoir vraiment des attentions qui sont très courtes, de l'ordre de 6 secondes, 8 secondes. Aujourd'hui, le podcast, c'est un format de l'intime, du temps long, et qui nous permet de raconter beaucoup de choses. Alors, il faut évidemment bien raconter les choses, enfin avoir des choses intéressantes à raconter et bien les raconter pour que les gens restent sur le format, déjà aient envie de cliquer, parce que il faut savoir que le podcast, on ne peut pas obliger les gens à cliquer sur un podcast et à l'écouter. Donc il faut déjà être attractif à la base, et dans la promesse, et dans l'illustration, et dans le titre même du podcast. C'est ce qu'on va donner comme information aux personnes qui vont nous écouter. Et ensuite, une fois que ça c'est fait, il faut travailler des formats qui effectivement sont des formats beaucoup plus longs que ce qu'on peut faire sur d'autres leviers. En règle générale, quand on se parle de brain content, on va être sur des contenus qui vont durer entre 8 minutes et 30 minutes globalement. Et donc tout l'intérêt du podcast, c'est de travailler et le storytelling et un angle de sujet qui nous permettent d'accrocher les gens de A à Z. Une fois qu'on s'est dit ça, c'est vrai qu'on va encore essayer d'aller chercher des moyennes. On regarde évidemment ça tous les jours, suivant le fait que le podcast soit médiatisé ou pas. Parce que ça aussi, ça change sur les X personnes qui vont écouter le podcast. On va aller en chercher certaines qui ne seront pas forcément intéressées. Donc ça va faire jouer le taux de complétion et les temps moyens d'écoute du podcast. Mais globalement, à la baisse. À ce moment-là, à la baisse. Plus on médiatise, évidemment, plus c'est à la baisse. Et à la baisse, et plus on médiatise large, j'ai envie de dire, pour aller chercher de nouveaux auditeurs et donc sortir un peu du purement affinitaire, du purement contextuel. À ce moment-là, oui, on va avoir des gens qui seront pas forcément intéressés à un moment donné d'écouter ce podcast-là. Même si ce qui explique aussi la durée d'écoute plus longue d'un podcast par rapport à une vidéo ou à d'autres supports, c'est qu'il y a cette logique d'abonnement sur le podcast qui est plus spécifique. Il y a beaucoup plus de gens qui s'abonnent à un podcast qui vont éventuellement s'abonner à une chaîne YouTube sur des dynamiques de marque. S'abonner à une chaîne YouTube de marque, pas évident, ou d'être un très très gros annonceur, ce qui est beaucoup plus fréquent sur les podcasts, ce qui fait que ce côté temps d'écoute, qualité d'écoute, alors ça va réduire un peu peut-être le nombre d'auditeurs. Par contre, en termes de qualité, on a des gens plus captifs en fait, dans le temps, pas seulement sur le temps du podcast, mais aussi dans la durée de l'année, où on va pouvoir revenir vers cette logique d'abonnement. Elle est super importante sur les podcasts. C'est un vrai sujet effectivement de fidélisation. Donc pour ça, il faut une ligne éditoriale claire, il faut une fréquence qui soit une fréquence compréhensible pour les auditeurs, pas forcément parler tous les jours, mais parler régulièrement sur les sujets qui les intéressent. Il y a aussi un autre sujet, c'est que le podcast c'est un médium qui s'écoute en faisant autre chose, en grande majorité, donc qui nous permet aussi d'avoir des temps d'attention qui soient plus longs. Quand vous êtes en voiture, quand vous êtes dans les transports, quand vous faites du sport, quand vous faites du shopping, quand vous lisez ou quand vous naviguez sur Internet. Et donc on est moins contraint par un écran ou par un besoin d'être physiquement présent quelque part. On peut emmener le podcast avec soi, ce qui nous permet aussi, encore une fois, si l'histoire est bonne et si le contenu est intéressant, de pouvoir garder les gens hyper longtemps. Ouais, finalement, on a une attention qui peut sembler moins forte parce qu'en effet, on fait d'autres choses en même temps, sauf qu'on arrive à la rattraper sur le côté intime, on arrive à la prolonger. Ce que j'entends, c'est qu'il y a cet enjeu d'abonnement. Finalement, un podcast bien écouté, c'est un podcast qui est réécouté. Et tu l'as évoqué, c'est bien un enjeu de qualité. Donc on a parlé pas mal de chiffres, on a parlé quantitatif, il y a un aspect qualitatif également, un podcast bien écouté. Il y a une relation, j'imagine, qui se crée, ou qu'est-ce qu'on peut attendre d'un podcast bien écouté qualitativement? Alors c'est tout l'intérêt de produire, alors encore plus pour des marques, il y a plein de marques qui se posent des questions aujourd'hui, et assez légitimement, de se dire qu'elles peuvent faire des podcasts toutes seules. C'est une narration qui est bien spécifique, c'est des us, c'est on va dire
des codes qui sont aussi bien ancrés dans le podcast, même si tout évolue partout, et il y a un vrai sujet de production. On peut pas tout faire un peu mal, même si on a plein de contraintes, et je le comprends très bien. C'est vrai que quand on a une entreprise, il faut mettre un peu de moyens dans la production, et il faut encore une fois raconter les choses de façon les plus transparentes possibles et les plus véraces, avoir quelque chose qui soit qui parle vraiment, qui crée de l'émotion à son auditeur. Je le disais, c'est vraiment pour du brand content, c'est un peu l'exercice ultime, parce que on peut pas tricher derrière de belles images, on peut pas tricher derrière des formats très courts, très punchy, etc. On a souvent plein de choses à dire en podcast, il faut prendre la parole, on le disait, de façon assez récurrente. Donc quand on se lance dans le podcast, il faut que ça soit une vraie démarche honnête de la part de la marque. Et une fois que finalement vous avez une bonne production, vous avez vraiment des choses à dire et que vous vous lancez vraiment dans le podcast, là absolument on sait créer de la fidélité, on sait créer l'envie d'écouter des formats jusqu'au bout, parce que ça passe par plein de choses. Ça passe par évidemment la qualité de la production, ça passe par un host qui incarne bien aussi votre marque si besoin. Il y a plein de formats différents, donc il peut y avoir host ou pas, mais globalement en tout cas de trouver un format qui plaise fondamentalement aux auditeurs, ça je crois que c'est vraiment la clé du succès, et ensuite qu'on y vienne distiller les valeurs de la marque, qu'on y vienne ajouter la plus-value de la marque pour que ce format-là devienne et intéressant et informatif. Ok, t'as évoqué les différents formats, donc tant qu'on est là-dessus, alors qu'est-ce qu'il peut avoir, dis-moi donc, il y a celui... Et il y a un truc très méta là-dedans qu'on est d'une certaine manière en train de faire, qui est celui du talk, de l'interview, je sais pas comment vous le qualifieriez celui-ci. Il y en a plein d'autres. Absolument. Ouais. Certains d'ailleurs qu'on a déjà évoqué, qu'on a déjà pu expérimenter ensemble à l'agence. Si on fait, qu'est-ce qui est aujourd'hui en tendance, qu'est-ce qui aujourd'hui se démarque et semble peut-être prendre le pas sur les autres. Alors le podcast, c'est vraiment de l'intime. Tu le disais, on nous parle on nous parle à l'oreille. Il y a beaucoup de podcasts, il y a 80-70% des podcasts qui sont écoutés avec des smartphones. Donc finalement avec des casques sur les oreilles, donc on a une relation qui est extrêmement directe avec le message, et à partir de là on peut aller très loin, parce qu'on fait marcher l'imagination des personnes qui vous écoutent. Dès qu'on rentre là-dedans, en fait, on s'arrête jamais. En fait, on peut faire des documentaires, des reportages, des choses extrêmement immersives qui vont amener nos auditeurs par la main dans des situations, dans des environnements qu'ils ne connaissent pas, et dont le moindre bruit, le moindre travail de sound design ou de captation live va leur permettre de s'y projeter automatiquement avec leurs images dans la tête, en fait, tout simplement. On a un format qui est le format fiction, qui aujourd'hui fonctionne très bien, parce que les gens adorent ça, parce que c'est novateur, parce que c'est une façon de raconter des histoires on parlait de storytelling, qui est le bout du storytelling, c'est-à-dire on va raconter une histoire qui n'existe pas avec des personnages fictifs, mais qui vont parler des problématiques de mon entreprise ou des problématiques de mes consommateurs ou de mes prospects. On a le décryptage, qui est aussi donc plus sur l'infotainment, qui va nous permettre sur des formats très courts de pouvoir dégripper les connaissances de nos auditeurs, leur expliquer les 3 choses à retenir sur des choses qu'ils croient savoir ou pas, qui peuvent faire la spécialité d'une entreprise évidemment, ou d'un secteur si vous voulez le préempter. Voilà. Après, je pense que tout est encore. On peut aussi aller sur du très court. On peut faire du décryptage, par exemple. Alors, ce qu'on appelle du très court chez nous, c'est du 4-5 minutes. Justement, j'étais curieux de savoir c'était quoi du très court dans la temporalité de la galaxie podcast. Oui, c'est ça, c'est sur du 4-5 minutes à peu près. Mais qui est très court quand on écoute des podcasts, c'est très court, 4-5 minutes. Donc, voilà, mais ça marche très très bien. Les auditeurs en consomment beaucoup. Beaucoup d'ailleurs des podcasts les plus consommés, les plus écoutés en France sont des formats courts. Parce que ça s'adapte facilement. Alors, plein de gens écoutent ce qui est génial, c'est que chacun écoute le podcast comme il a envie de l'écouter. Il y en a qui l'écoutent d'un coup, il y en a plein qui le découpent finalement suivant la façon la plus facile pour eux d'écouter ce podcast. Tu parlais parce que c'est intéressant peut-être d'illustrer. On a eu l'occasion en préparant l'échange, tu t'évoquais alors pour la partie décryptage de la démarche d'un UPSA par exemple, qui est sur une logique aussi où ça va servir le SEO. Il y a une approche
audio qui est quand même intéressante, parce que c'est presque plus large que le podcast. C'est une approche du contenu audio qui est hyper intéressante sur du brand content. Absolument. On pense que l'audio va prendre de plus en plus de place dans la vie de tout le monde, pour plein de raisons. Aujourd'hui, vous parlez à des smart speakers, vous parlez à votre téléphone, mais vous parlez aussi à votre voiture. Vous pouvez même parler à votre cooker à la maison pour avoir des recettes. Et en fait, il y a un échange qui s'établit. Et pour ça, il faut des contenus audio. C'est-à-dire que pour avoir quelqu'un qui va répondre à une problématique, il faut avoir compris qu'il va y avoir cette problématique à traiter, puis créer ce contenu audio que nous, on essaie de réfléchir à chaque fois de la façon la plus pérenne possible. C'est-à-dire que quand on crée un podcast, effectivement, là, en l'occurrence, pour le cas UPSA, c'était de se dire comment est-ce que ce podcast-là va pouvoir vivre en podcast sur le marché français et puis sur d'autres marchés, voilà, qui va pas être marqué dans le temps. Ça aussi, c'est important de pas créer des contenus audio où on se dit l'année prochaine ça y est, on peut plus les utiliser puisque on a mis des dates dedans ou ce genre de choses. Ou encore là, se dire créons un podcast qui va nous permettre d'être redécoupé derrière et pouvoir être utilisé comme une bibliothèque de réponses à des questions que pourraient se poser des Français sur leur santé. Donc aujourd'hui, toute la politique d'UPSA, c'est de passer d'un vendeur de médicaments à une société qui est beaucoup plus large que ça, avec une vocation qui est d'être beaucoup plus proche de la santé des Français. Et donc c'est de pouvoir parler de la bobologie des Français, donc de tout ce qui fait le quotidien, des enfants et pas des enfants, la toux, la fièvre, les maux de sommeil, etc. D'avoir des réponses, évidemment, des réponses médicamenteuses à ça, mais aussi de pouvoir conseiller les Français sur les bons réflexes à avoir, sur quand consulter ou pas, ce genre de choses. Et donc ça, on l'a créé sous forme de podcast, parce que c'était important pour nous déjà d'avoir une bibliothèque qui parle de la santé des Français, avec des vrais conseils, des choses qui ont été écrites par des médecins, etc., et donc validées par le réglementaire et le pharmaceutique d'un groupe comme UPSA, et de pouvoir se dire, une fois qu'on l'a, ce contenu-là, on va pouvoir venir le distiller, en tout cas le rendre disponible partout où on pourra avoir des interactions entre des personnes qui s'inquiètent de leur santé et des intelligences artificielles. Donc aujourd'hui, effectivement, ça peut être un smart speaker, mais pourquoi pas, ça pourrait être des prises de précommande en pharmacie demain s'il y a la queue. On n'a pas encore les usages. Néanmoins, on pense la production audio comme étant une bibliothèque qui doit pouvoir être utilisée tout le temps partout. Et donc rationaliser les coûts, évidemment, parce que le but, c'est pas de refaire à chaque fois la même chose dès qu'on en a besoin. C'est de pouvoir se dire, on a essayé d'y penser en amont, pour que ce soit plus facile pour nous à exploiter par la suite. Et de l'autre côté, tu t'évoquais la fiction pour les marques. Tu as des exemples de fiction de marque? Alors, les marques qui font de la fiction, il y en a de plus en plus, mais il y en a encore très peu. Parce que c'est un territoire qui est hyper novateur, très vierge. On n'a pas encore beaucoup de best case. On a eu la chance de produire l'année dernière pour Alliance France une fiction comique qui s'appelle Demain, le soleil se couchera 2 fois. Qui venait répondre à plusieurs problématiques qu'avait Alliance autour de leur nouvelle plateforme de marque déjà, qui se basait autour de protéger autant l'environnement que les maisons et les biens des particuliers, et puis de pouvoir s'adresser pour le coup à des publics jeunes sans être moralisateur, parce que quand on est les assureurs sont pas on va dire les institutions les plus aimées des Français, à tort ou à raison, en tout cas voilà. Et donc il y avait vraiment un sujet de se dire, moi je suis assureur et comment je fais pour m'adresser à des 18-24, à la fois sur mes problématiques sociétales et à la fois sur des conseils de tous les jours. D'accord. Alors cette fiction, quel était le pitch, ou en tout cas quel était le cadre, jusqu'où vous avez pu aller en termes de fiction avec AXA? Alors on a eu la chance de produire cette fiction parce qu'elle est complètement folle. En fait, c'est une fiction qui prend au mot l'image d'avoir un monde sans assurance, donc avec un dérèglement total du monde, avec des choses très basico-basiques, avec des chiens qui miaulent, avec tout ce qui peut grincer dans une pièce qui grince, avec des trains qui partent mais
tu sais pas où ils arrivent. En fait, ils arrivent mais jamais dans la bonne ville. Enfin, plein de choses comme ça. Et donc, il y a une organisation secrète qui met en place une équipe d'inspecteurs pour trouver un remède à ce monde qui devient fou. Et c'est 2 inspecteurs complètement loufoques. En fait, on s'est beaucoup inspiré de grands classiques comme OSS 117, La Cité de la Peur, pour écrire cette comédie, et on y a rajouté, en fait, on a pris aussi un malin plaisir avec et le client et les auteurs, enfin toutes les équipes qui ont travaillé dessus, à étrier plein de références à la pop culture pour qu'à chaque fois on se dise c'était bien pensé, en tout cas c'était le bon moment de le faire. Donc on a parlé de Titanic, d'Armageddon, de plein de grands films qui ont été des blockbusters, et on a un peu on les a un peu triturés, on va dire, sur cette fiction. C'est une très belle réalisation, c'est une très belle fiction qui a extrêmement bien marché, presque toute seule. En fait, l'un des sujets, c'était de conquérir des carrefours d'audience, justement, de ces audiences-là, et de se positionner plutôt sur une partie non payante que vraiment médiatisée, pour que Alliance remonte finalement là où les jeunes sont, en fait, tout simplement. Alors je dis jeune, voilà, mais globalement ça a très bien marché, parce que c'est une fiction qui a fait 70 000 ou quelque chose comme ça écoute, et qui est resté 4 semaines en homepage d'Apple Podcast, qui est resté 4 semaines en homepage de Spotify. Enfin voilà, on est resté numéro 1 des fictions pendant 6 semaines. Ça a très très bien marché. Beaucoup de gens en ont parlé entre eux, se sont donnés, etc. Donc on a vraiment joué la créativité pour pouvoir proposer, on va dire, à des cibles jeunes plutôt réfractrices à la publicité traditionnelle, un format qui peuvent écouter sur la plage, qui peuvent écouter en voiture, parce que c'était pendant l'été, c'était pour les occuper aussi. Enfin, c'est pour s'adresser à eux pendant une période un peu creuse, qui est une période estivale. Et voilà, ça a plutôt bien marché, ouais. C'est ce que je vois, parce que c'est bon signe déjà de voir que des marques se permettent d'aller aussi loin dans la fiction, puis vraiment dans l'absurde. En effet, au vu des références que tu nous as citées, écoutez cette fiction, puis vous en parlerez mieux que moi, peut-être. Très bien. Et c'est intéressant de voir aussi, c'est peut-être l'une des réponses d'ailleurs à notre problématique. Pour être bien écouté, sans doute que l'audace est récompensée. Ça a été le cas, en tout cas dans ce cadre-là. Voilà. On pense à certains formats plus classiques de podcasts type talk, mais voilà, d'autres naissent, puis d'autres sont à imaginer, j'imagine, ensemble. Il y a beaucoup de podcasts qui se créent tous les jours, donc il y a un sujet de sortir du lot aussi à un moment, et de faire quelque chose qui soit inattendu. Alors quand on dit inattendu, c'est pas forcément sortir de la boîte complètement et faire tout n'importe quoi, mais en tout cas d'essayer de travailler et dans le fond et dans la forme pour avoir des podcasts qui ait un peu d'impact, qui ait du sens, qui ressemble à votre marque, qui soit efficace en fait en termes d'écoute, et qui plaise aux audiences. En fait, c'est vraiment ça qu'on cherche quand on se met à faire un podcast. On veut que ça plaise à nos audiences, et on veut que ça ressemble à la marque. Si on arrive à faire ça, je crois qu'on a bien bouclé la boucle. Ouais, c'est cet entre-deux d'être quand même connecté à l'identité de la marque, même si là c'est de manière en creux, par l'absurde. La chance que vous avez pu avoir sur ce projet, en effet, c'est d'avoir une réussite qui n'est pas nécessairement passée que par la médiatisation. C'est quand même un enjeu. Bien sûr, le premier point, c'est d'arriver avec un contenu de qualité, mais il y a d'autres enjeux qui se cachent derrière, notamment cette diffusion et de médiatisation, qui sont d'autant plus difficiles à cerner, sans doute. Enfin, j'imagine que ça demande d'autant plus de pédagogie pour aborder correctement ces sujets. Prenons-les dans l'ordre, sans doute. D'abord celui les enjeux de diffusion. Alors qu'est-ce qui s'y cache? Quels sont aujourd'hui les principaux enjeux pour bien diffuser? Alors, quand on a un podcast et qu'il est sous forme MP3, à un moment il faut le digitaliser. Il faut l'héberger en fait, et que ce podcast devienne un flux RSS, qui est un très vieux format d'internet, qui apporte beaucoup de souplesse et aussi quelques petites difficultés techniques, mais globalement, une fois que vous hébergez votre MP3, vous avez votre flux RSS qui devient le format qui peut être distribué à peu près partout. Et une fois qu'on se penche sur la distribution, c'est là où il y a un vrai sujet, distribution et médiatisation, de faire connaître en fait son podcast. Ça arrive à tout le monde, hein. Il y a énormément d'entreprises et de particuliers ou d'institutions qui ont déjà fait des podcasts et qui n'ont pas réussi à trouver leur audience,
pour la simple et bonne raison qu'ils n'ont pas été très bien distribués déjà. Et ensuite, une fois qu'on est bien distribué, il faut effectivement penser à la médiatisation pour remonter un petit peu dans le top of mind et pour faire écouter, en fait, travailler la découvrabilité du podcast. Mais la distribution est particulièrement compliquée en podcast parce qu'en fait, il existe deux environnements de distribution. Il y a le premier qui est les plateformes de streaming et les apps. Donc, qui sont tout un ensemble de points de contact que vous pourrez avoir avec vos auditeurs sur des environnements qui sont faits exprès, qui sont souvent et musique et podcast ou que podcast. Et ensuite, il y a comment est-ce qu'on distribue un podcast en dehors de ces environnements-là, donc dans le web, qui sont deux sujets très différents, mais qu'il faut très bien aborder des deux côtés, parce que c'est hyper important d'être le plus holistique possible et de bien distribuer son podcast. Ouais, on peut pas faire de choix aujourd'hui, il faut qu'on soit sur les deux tableaux, et sur la partie web et sur les plateformes spécialisées. Alors, je sais pas si on peut pas faire de choix, mais si on veut que son podcast soit écouté, je pense que c'est difficile de courir sur une jambe et de se dire non, mais je serai pas sur le web, ou inversement, je serai pas sur Apple Podcast ou sur un Deezer, Spotify. En fait, d'un point de vue techno, donc d'un point de vue plateforme de streaming et app, on a les principales, on a Apple Podcast, Amazon Music, Deezer, Spotify. Et puis on en a plein d'autres qui sont dédiés aux podcasts, des Castbox, des Podcast Addict, des TuneIn, enfin il y en a vraiment beaucoup. Et donc tout le travail, c'est de bien éditorialiser, bien distribuer le podcast, bien faire en sorte qu'il soit bien disponible au bon endroit sur toutes ces plateformes-là, en fait, sur tous ces acteurs qui sont des acteurs indépendants qui se parlent pas forcément et qui c'est pas parce que vous êtes bien référencé sur Apple Podcast que vous êtes bien référencé ailleurs. Comment expliquer qu'il y a autant d'acteurs? Parce que c'est vrai qu'il y a encore un côté Far West. Il y a quelques grands acteurs du streaming, bien sûr, qui aujourd'hui ressortent, tu les as cités. Et il y en a plusieurs dizaines d'autres qui continuent. Est-ce qu'aujourd'hui, c'est simplement chacun essaye un petit peu de s'imposer? Est-ce que les 50 ont leur pertinence et vont rester? Alors, vu que c'est du web, vu que c'est l'univers Internet, il y a plein de plateformes de plein de pays différents avec plein de forces, elles ont chacune leur force. Globalement, le marché a tendance à se structurer aujourd'hui, à se regrouper avec des émergents. C'est les principales. Il y a Amazon qui revient très fort, il y a Spotify qui a une politique très agressive, très complète en tout cas sur le podcast. Il va être vraiment extrêmement référent sur le sujet. On a Deezer qui est un peu en retrait, mais je pense que c'est un sujet de politique aujourd'hui et ça reviendra. Et Apple qui a toujours, c'est Apple qui a porté le podcast depuis le début, donc il reste ultra dominant. Et c'est vrai en France, mais c'est d'autant plus vrai dans d'autres pays. Donc voilà. Maintenant, ça c'est un sujet qui aujourd'hui, ça sera plus simple quand on aura moins d'acteurs. Néanmoins, il faut quand même qu'on fasse bien ce travail-là. Et il y a un vrai sujet. Alors beaucoup de ces plateformes ont des équipes éditoriales qui font leur sélection des podcasts qu'elles veulent mettre en avant pour des raisons éditoriales aussi, de positionnement de plateforme, parce que elles souhaitent s'adresser à plutôt un certain âge ou à des contenus qui ont qui vont plaire à certains âges ou à certains points d'intérêt, etc. Donc il faut être en relation avec ces équipes éditoriales. Nous en l'occurrence on travaille pas tous les jours avec elles mais pas loin, donc on les a très souvent au téléphone, ce qui nous permet de d'essayer de travailler avec eux à la fois sur ce qui les intéresse et puis parfois dans la saisonnalité d'arriver à avoir des remontées. Il y a aussi un sujet sur les algorithmes, parce que chaque plateforme a son algorithme. Et donc il faut bien respecter certaines règles d'algorithme, publier de façon très régulière, bien éditorialiser ses titres, ses descriptions, ses méta, etc. Il y a pas mal de choses à faire quand on distribue son podcast. Et puis même avec ça, entre l'encombrement global de l'offre de podcast et le fait que pour la plupart des plateformes elles produisent aussi des podcasts originals, donc elles mettent aussi la part belle des mises en avant à leurs podcasts originals, ce qui est assez logique. C'est difficile de remonter, c'est difficile d'avoir des places très visible pendant beaucoup de temps sur les plateformes, et donc c'est un peu un travail dans la dentelle de faire la distribution sur ces apps et toute cette partie techno.
En effet, sur ces plateformes, on pense beaucoup aux algorithmes, au fait de rentrer par des bons mots-clés et d'émerger. On pense moins peut-être à cette partie éditoriale qui pourtant est importante. Les deux sont complémentaires. C'est toute la partie ici plateforme. Ouais. Et en effet, et déjà, c'est très partialisé. Et il y a toute la partie web que tu as évoquée. Alors ici, quels sont les enjeux ? Les enjeux, c'est finalement, c'est de faire remonter le podcast, votre podcast, sur un sujet qui vous intéresse. En fait, quand les internautes passent par des plateformes, en fait, sont sur des plateformes, ils vont chercher le format podcast. Tout l'intérêt, notamment sur Internet, c'est de faire rentrer les gens par le sujet, et pas forcément par le format. Il y a beaucoup de Français et d'ailleurs beaucoup de personnes dans le monde qui n'utilisent pas forcément Deezer, Spotify, Apple et Amazon et c'est pas pour autant qu'il faut se couper de ces auditeurs potentiels là parce que votre sujet peut les intéresser, enfin peuvent les intéresser donc ça va être plus occasionnel, j'imagine. C'est pas des auditeurs de podcast en série. Alors ils sont moins assidus forcément, pour autant le sujet il suffit qu'ils aient un smartphone, il suffit qu'ils aient un ordinateur et qu'ils aient des oreilles et globalement le sujet peut les intéresser. Donc ça représente pas mal de monde. A priori oui, et donc pour ça il y a deux grands sujets sur le web finalement hors applicatif. C'est comment est-ce qu'on remonte bien en termes de référencement. Donc là il y a un vrai sujet, en tout cas il y a une vraie réflexion à avoir en termes de référencement pour faire en sorte que on réponde bien aux questions, aux requêtes des Français. Et le deuxième point, c'est qu'une fois qu'ils vous ont trouvé, il faut que l'expérience client, l'expérience auditeur soit la plus fluide possible, parce que si vous arrivez, si vous derrière un lien, vous arrivez sur une page article où il faut scroller jusqu'au bas de la page, puis zoomer sur votre petit téléphone pour trouver le play, vous appuyez sur play, le podcast se lance. Alors déjà il y a plus grand monde et puis vous installez un peu dans le podcast et puis il faut vous bougiez, vous éteignez votre portable et ça coupe le flux. C'est pas possible en fait en termes d'expérience utilisateur, surtout comme on l'a dit, on est sur des temps longs, donc il faut vraiment accompagner les gens aussi, et pour ça il y a des technos donc aujourd'hui qui existent qui nous permettent de répondre à ces deux grosses problématiques là. Une, d'être bien référencé, et deux, d'avoir une vraie interface facile à maîtriser, même pour tout le monde en fait, pour le Kidam. Ok. Voilà. On a parlé et donc ça amène la partie diffusion. Donc on a parlé qualité. C'était sans doute le premier intérêt de la pertinence des formats. Celui de diffusion avec ses deux grands aspects, donc in-app et la partie web. Il y a un dernier qui est celui de la médiatisation, qui a sans doute longtemps été un peu mis de côté parce qu'en se disant sans doute que le podcast suffisait à lui-même, et pourtant voilà, beaucoup en sont revenus. Comme pour tout format, d'autant plus pour un format de marque. Il y a un enjeu de médiatisation. Aujourd'hui, qu'est-ce qui se fait en termes de médiatisation pour des podcasts de marque tout particulièrement ? Il y a plein de choses qui sont envisageables. Déjà, il faut, nous, en tant que marque et en tant que partenaire, bien faire la publicité de son propre contenu, avec tout son écosystème, ses réseaux sociaux. Là, je rebondis juste sur cette petite partie-là, sur le podcast qu'on fait pour San Marco. Il y a toute une logique de plateforme, de diffusion classique, mais il y a aussi l'accès au podcast via le QR code sur les packaging. C'est une autre façon de le pousser. Alors je suis pas sûr que ce soit le vecteur principal. En fait, tout ce qui permet de renvoyer vers le podcast, c'est aussi de la médiatisation que de faire rentrer le podcast dans le quotidien aussi. Et qui de mieux que les consommateurs des cafés San Marco pour écouter le podcast qui est associé au café qu'ils viennent d'acheter. Donc ça a vraiment beaucoup de sens. Il faut pas non plus l'oublier. Il y a plein d'entreprises qui lancent des podcasts avec des plannings de communication ultra chargés déjà pour eux sur plein de choses. Il faut leur faire une place à ces podcasts-là dans son écosystème auprès de ses collaborateurs qui sont probablement les meilleurs ambassadeurs que vous puissiez avoir. Et puis après, une fois que vous êtes bien distribué, que vous avez fait tout l'effort que vous pouvez faire pour le faire exister, ce podcast, il y a effectivement la médiatisation. Et là, la médiatisation, on rentre dans aujourd'hui, heureusement, on rentre dans des schémas plus classiques de brand content, à savoir on peut le médiatiser à la notoriété, plutôt à l'image, donc parler du podcast. Pour ça, on peut utiliser des audio ads, on peut utiliser la recommandation des animateurs des podcasts qu'on appelle le host read.
On peut penser à adosser son podcast à d'autres sorties de podcasts, etc. Et on peut aussi maintenant piloter sa médiatisation de podcast à la performance. À l'écoute notamment, donc on sait dire aujourd'hui grâce à des leviers que on a fait écouter son podcast à une typologie d'auditeurs pour un prix donné, ce qui nous donne en fait un ROI. C'est aussi ça qu'on va aussi beaucoup regarder en termes de performance de podcast au global. Et effectivement, donc aujourd'hui, on a des leviers qui nous permettent de faire écouter le podcast à des personnes qui écoutent déjà des podcasts à un prix donné, ou d'aller chercher, alors sur certaines plateformes seulement, des abonnés, des personnes qui sont abonnées à certaines typologies de podcasts et qui peuvent s'abonner à votre podcast parce que vous avez des intérêts convergents. En tout cas, il y a des ponts qui existent entre les deux. Donc on arrive aujourd'hui à bien travailler des plans médias qui allient notoriété et performance. Chez Baobab, on travaille beaucoup la performance parce que c'est dans notre ADN. Mais voilà, en tout cas, on sait faire découvrir les podcasts au plus grand nombre aujourd'hui. En termes d'enveloppe, on est sur des grands classiques de brand content, à peu près 50-50. Quand on est en 50 en prod, 50 en médiat ou pas? Alors ça dépendra beaucoup de ceux qui nous écoutent, je pense. En règle générale, on essaye de mettre plus de médiatisation que de production. On est sur un 50-50, mais on va aller chercher 30% de production et 60%, enfin 70% de médiatisation. Je pense que de toute façon, quoi qu'il se passe, quand on réfléchit à un podcast, il faut le penser en termes de médiatisation avant même de poser le stylo. C'est quel est le message que je vais passer, comment je vais le passer, et qu'est-ce qui va être le plus simple pour moi à médiatiser, le plus simple, le plus efficace peut-être, serait le bon mot. Parce que comme on en a parlé, le podcast c'est dur à faire. Ça demande beaucoup de travail de la part de votre client, des agences et des producteurs, et que il faut que tout ça prenne vie et dans un plan plurimédia. Parce qu'on n'est pas là pour remplacer la télé, ça n'arrivera jamais, probablement jamais, ou en tout cas, voilà. Voilà. Mais en tout cas, il doit avoir une utilité propre à lui. On raconte des histoires dans des podcasts qui sont plus longues, on l'a dit, plus intimes, plus incarnées, etc. Et tout ça, il faut aussi le prévoir dans un plan de médiatisation qui aille avec le podcast dans un temps donné, parce que les audiences de podcast se construisent dans le temps. On n'appuie pas sur un bouton et boum, on a fait 1 million d'écoutes. Il faut créer ses abonnés, on en parlait. Il faut créer la récurrence, il faut créer l'effet catalogue, il faut créer plein de choses qui confèrent du corps en fait au podcast et qui font aussi que c'est un médium un peu à part entière, un peu différent des autres. Il faut le voir un peu dans le temps. Alors on sait faire des podcasts de 5-6 épisodes qui marchent très bien tout seul. Ça peut être des reportages, ça peut être de la fiction par exemple typiquement. Mais quand on commence à prendre la parole sur le long cours, il faut vraiment construire les audiences dans le temps et il faut réfléchir à ce qui fonctionne le mieux. Il faut apprendre à mieux écrire, à pas avoir peur de se corriger et de sortir le meilleur des podcasts qu'on puisse sortir pour une entreprise. C'est un peu ça la consécration, c'est quand un client il a envie de continuer son podcast, ouais. On a un besoin de garder une forme de récurrence, c'est important, tu l'as évoqué. Est-ce que pour autant, justement pour s'adapter aux audiences, pour aussi apprendre, est-ce qu'on peut bêta-tester, est-ce qu'on peut faire pivoter un podcast, ou est-ce que c'est pas trop aujourd'hui le... Moi je pense que oui, on l'a fait pour plusieurs de nos clients. En fait il y a toujours un sujet de se dire il faut qu'on garde une consistance dans ce qu'on dit, dans la façon dont on met en scène la marque et dans ce qu'on va construire dans le podcast, mais un podcast peut évoluer pour moi. On l'a fait avec le Parlement européen où la première saison était donc c'était juste à la sortie de la crise sanitaire. La première saison était là pour répondre, on va dire, à la désinfox qu'il y avait générale autour de l'action, ou plutôt de l'inaction des institutions européennes face à la crise du Covid sans précédent qu'on a traversée. Et on a fait évoluer en deuxième saison ce flux, parce que tout l'intérêt c'était pas non plus d'abandonner un flux sur lequel on avait 30 000 abonnés. On avait des gens qui nous suivaient, qui étaient du coup intéressés au discours des institutions européennes, sur 24 heures. Donc non, c'était Décisive, qui racontait les 24 heures en fait avant les grandes lois qui ont été votées grâce au Parlement notamment et à l'Union européenne plus généralement.
et qui touche qui touche à la liberté, qui touche à la vie de centaines de millions de personnes quotidiennement, que ce soit les défenses des droits LGBTQI+, les lanceurs d'alerte, les batailles qui se sont menées pour la protection des données, etc. Et finalement, les gens nous ont suivis hyper naturellement, d'un format plus narratif à un format plus enquête, et d'une réponse, on va dire, plus contextuel peut-être. Ouais, alors j'allais dire top down, on va dire, pour répondre à des vraies problématiques, à quelque chose de plus fun, de plus entertainment autour de l'utilité des institutions. Et aujourd'hui, ce flux-là, donc on est sur une 3e saison, fonctionne extrêmement bien, et pourtant il a connu 2-3 orientations narratives qui n'étaient pas tout à fait les mêmes, parce qu'on avait des besoins différents. Et aujourd'hui, même encore aujourd'hui, donc on travaille sur une 3e saison, et on affine notre propos à chaque fois qu'on se remet dedans, parce que et nous et le Parlement européen et ses agences comme Havas grandissons finalement de ce qu'on produit, que ce soit en termes de contraintes de production, de capacité, de temps, de ressources humaines, et puis de stratégie globale de communication pour une institution aussi grande que celle-là, voilà, tout simplement. C'est valable pour dès qu'on est sur du podcast de marque, pour durer. Il faut à un moment donné pivoter, changer d'angle, hein, parce que sinon c'est quand même, on le disait, beaucoup de travail, et il faut que la marque ait quelque chose à raconter. C'est-à-dire que, et donc pour pouvoir rester dans la durée, je pense qu'il faut pouvoir à un moment donné aller chercher des nouveaux territoires à explorer en termes de fond aussi. Enfin, tu restes cohérent par rapport à ta marque. Ce qu'on fait sur Son Marco, je pense pas j'espère que l'aventure va continuer, mais je pense pas que pendant 5 ans on va faire la même chose. Je pense que il y aura d'autres saisons où on abordera ces problématiques autour de la dégustation du café, le café autrement qu'on le fait actuellement. Pour se renouveler aussi, hein. Absolument. Et puis tant qu'on garde la consistance dans notre discours, et que finalement on change pas, on fait pas volte-face d'un coup d'un seul, il y a pas de sujet, voilà. Et si l'avantage, c'est que ce qu'on disait, c'est que c'est vraiment du format on demand. Si les auditeurs veulent nous quitter, ils nous quittent, et à nous d'en prendre les bons enseignements, on va dire. Ok, mais bon, ton expérience montre que oui, les audiences suivent généralement. Pourvu que ce soit bien amené et cohérent, visiblement, il y a une certaine fidélité qui se fait, même avec le format qui évolue. Bon, mais très bien, on commence à y voir plus clair. On a parlé pertinence et de la marque et qualité de format. On a parlé des enjeux de diffusion, donc de distribution, de médiatisation. On commence à comprendre un petit peu comment avoir un podcast de marque qui soit bien écouté. Est-ce qu'il y a certaines choses qu'on n'a pas, voilà, si on va terminer peut-être sur peut-être un conseil chacun de votre part pour guider les marques à avoir des podcasts bien écoutés. Qu'est-ce qu'on n'a pas évoqué? Moi, j'ai 2 conseils. Allez, t'as le droit à 2 conseils. J'ai le droit à 2 conseils. Alors, le premier, c'est que sur ce type de support, c'est valable pour pas mal de supports brand content, mais ça l'est de contenu, mais ça l'est encore plus pour le podcast. C'est bien sûr, on s'adresse à une cible, mais de la penser comme une audience, c'est-à-dire de l'adresser comme une audience. On est quand même dans une logique assez média, malgré tout. Donc, on a une cible. En amont, on va travailler sur une cible, sur un discours lié à une cible, mais derrière, tout ce qui va être production derrière, on est vraiment sur une logique d'audience. Et la deuxième conseil, c'est plutôt de rassurer des entreprises qui auraient pu par le passé se lancer un peu sur le podcast pour voir, un peu en mode homemade, un peu bricolage, hein, souvent parce que on veut y aller mais sans investir trop, etc. Et le problème, c'est que soit en termes de qualité, soit derrière en termes de moyens de médiatisation, comme c'était pas à la hauteur, les résultats ont été décevants, et je pense qu'il faut rassurer ces marques et dire ne restez pas sur une mauvaise impression par rapport au podcast. Voilà, tout s'est professionnalisé. Aujourd'hui, on a aussi on a du recul, donc ça vaut le coup je crois beaucoup à ce format, et il faut creuser. Faut lui donner une autre chance. Ne jetons pas le podcast avec l'eau du bain. Non, ne faisons pas ça.
Surtout pas. Moi, j'aurais peut-être un conseil. C'est effectivement, si on veut faire du podcast, il faut vraiment avoir envie de faire du podcast. Il faut pas avoir peur d'ouvrir le capot de ce que fait mon entreprise, de ce sur quoi elle s'engage, de parler vrai, de créer de l'émotion. Je pense que c'est le plus fort. En tout cas, c'est ça qui doit driver l'envie de faire du podcast. Le podcast, c'est pas de la publicité. Enfin, on peut faire une copie télé de 20 secondes magnifique. Et si on fait du podcast, il faut qu'on crée de l'émotion, il faut qu'on crée du débat, il faut qu'on apporte des choses nouvelles, il faut qu'on se mette aussi en face d'une glace quand on est une marque. Toutes ne peuvent pas le faire, ce qui est pas grave. Il y a 10, j'allais dire 1000, mais il y a 10 autres façons de communiquer sur du podcast, grâce au podcast quand on est une marque. Si on veut faire un podcast de marque, il faut aussi se laisser un peu la chance à quelque chose d'un peu magique qui va se créer, pas tout scripté ou surscripté pour rassurer absolument tout le monde, parce que finalement on perd un peu de ce qui fait la richesse du podcast, c'est d'apprendre des choses et d'apprendre des choses notamment sur une marque et sur ses valeurs. Et je pense que quand on laisse parler les collaborateurs d'une marque et qui parlent avec leur cœur, je pense que il y a pas meilleur message pour une marque, en tout cas, pas meilleur vecteur pour parler de ses valeurs. Et c'est aussi un peu comme ça qu'il faut prendre le podcast au sens large. C'est un média qui se veut d'être un média de vérité, et je pense qu'il faut vraiment aller dans ce sens-là, d'abonder dans ce sens-là quand on est une entreprise. C'est pas facile du tout, ça peut faire très très peur à plein de gens pour plein de raisons, que ce soit cacher des choses ou pas. D'ailleurs, il y a pas de sujet, parce que tout n'est pas bon à dire non plus, mais en tout cas, si on doit faire un podcast et qu'on veut qu'il marche, il faut que on le fasse un peu avec ses tripes, et il faut que les auditeurs se disent quand ils terminent votre épisode, ils se disent tiens, j'ai appris quelque chose sur la marque, elle me plaît, elle est plus proche de moi, elle est plus innovante, c'est pas du blabla, c'est pas des choses, ils m'ont pas pris en otage pendant 10 minutes. C'est vrai qu'on demande aux audiences un temps tellement plus long et même un niveau d'intimité qui est tellement plus important que ça engage aussi en tant que créateur, en tant que diffuseur, pour que on doit être à la hauteur, ou en tout cas on se doit d'être sincère, d'être honnête. Ouais. C'est un vrai contrat de lecture, en l'occurrence d'écoute. Il faut donner. Enfin voilà, si on attend quelque chose en retour, il faut aussi donner de sa personne, même si on est une entreprise. Ouais, je crois que c'est super important. Ça marche. Merci beaucoup pour cet échange. Merci à vous, merci pour l'invitation. Merci Sébastien, c'était un plaisir. Merci. Un vrai plaisir aussi. Et merci à vous de nous avoir suivis pour cet échange sur le podcast. On aborde plein d'autres sujets sur notre site internet, thelinks.fr.